Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je crois que c'est une des vidéos que je préfère faire dans l'année. C'est un peu le bilan de mes lectures de l'année 2020. Là, c'est un bilan que je tourne le 1er décembre, donc toutes les lectures dont je vais vous parler ne vont pas prendre en compte mes lectures de décembre. Ce sont des livres qui m'ont profondément marqué, c'est vraiment mon top, on va dire, de 2020. Je vais pas faire un top déception parce que j'aime pas trop mettre de négatif sur la chaîne, mais là, je vais vous présenter un peu de tout. Il y a de la fantasy, il y a de la littérature blanche, il y a même du comics, il y a un peu de tout, et ça a été une année plutôt bonne, on va dire. 2019 avait été une meilleure année de lecture parce que notamment il y avait eu Le Sorceleur, il y avait eu énormément de gros coups de cœur. Je voulais tout d'abord vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël dans le contexte actuel. Je filme le 1er décembre, mais je prends de l'avance pour vous souhaiter joyeux Noël et profitez bien de votre famille tout en faisant attention. Je vous souhaite aussi une très bonne fin d'année pour ceux qui ne fêtent pas Noël, bien sûr. Et on va dire que là, le 1er décembre, j'ai lu 182 livres, romans, j'atteindrai peut-être les 200. Ça a été une grosse année de lecture qui s'explique par de nombreux facteurs. Je pense que le premier, c'est le confinement, on a eu plus de temps. Les vidéos ne sont pas encore sorties, mais je pense que les gens ont plus lu cette année à cause de ça. Il y a le fait aussi que je ne prends plus les transports en commun vu que je travaille de chez moi, même si j'ai de plus grosses amplitudes d'horaire de travail. Et en fait, j'ai pas de transport, donc les 1 heure, 1 heure et demie de transport que j'avais à l'aller, puis 1 heure et demie de retour, là c'est plus le cas, donc je suis chez moi, je peux lire, tu vois, je peux lire le matin. Je crois que j'ai pas lu autant depuis la fac de lettres. Il y a eu des déceptions, il y a eu des très bonnes lectures, il y a eu beaucoup de lectures neutres. Ce que j'appelle lectures neutres, ce sont des lectures qui ont été bonnes en général, mais qui ne sont pas des coups de cœur, qui ne m'ont pas non plus transporté, mais qui sont des bons livres selon moi. On commence tout de suite. Alors le premier, je ne l'ai pas en ma possession, c'est pour ça que je vous le présente tout de suite. Ma grand-mère l'a emprunté parce que je lui ai donné très envie en vidéo, parce que oui, ma grand-mère est une fan inconditionnée de cette chaîne. Il s'agit de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, qui est un classique de la littérature américaine et qui a été vraiment un bouleversement pour moi. C'est vraiment le genre de livre où tu te prends une tarte, tu sais que ça va être bien, mais tu te prends quand même une tarte. Et en fait, ça se passe donc aux États-Unis pendant la période de ségrégation, et on suit une enfant donc qui vit avec son frère un petit peu plus vieux qu'elle, donc elle avait 8 ans je crois et lui il avait 10 ans. On suit sa vie dans une ville multiculturelle et elle va à l'école, elle est confrontée à la pauvreté. C'est un livre qui parle du racisme, mais pas que de ça, vraiment de la période de cette époque. Je crois que c'est les années 60-70 si je me trompe pas, je n'ai pas le livre pour vérifier. Et elle va faire sa vie jusqu'au jour où son père va être commis d'office pour un homme noir qui est accusé d'agression sur une femme blanche, et on va suivre le procès, on va le suivre notamment de ses yeux d'enfant naïf, tout en traitant de la question du racisme, de la ségrégation, du féminisme aussi. Bref, c'est un livre quasiment historique dont la réputation n'est plus à faire, parce que c'est un livre qui est extrêmement connu, extrêmement apprécié, et la plume est très bonne, la traduction est très bonne. On est dedans, le fait de voir tout par les yeux d'un enfant fait qu'on dédramatise des choses, et en même temps on voit l'absurdité et on voit l'intolérance qui se situe dans cette époque-ci et qui continue à perpétuer dans de nombreux pays, notamment en France aussi. Et voilà, c'est un livre qui est plus actuel qu'on ne le pense, et c'est vraiment une lecture à faire, un classique à voir qui est très agréable, c'est pas trop compliqué à lire, c'est vraiment passionnant et je vous conseille pour ça. Donc ça a vraiment été une lecture waouh. Dans cette lancée, je vais vous présenter les lectures de littérature blanche, c'est-à-dire les lectures générales, pas de fantaisie, hors imaginaire, on va dire. Le deuxième coup de cœur que j'ai eu cette année, c'est un livre qui m'a transportée, je ne m'y attendais pas du tout, c'est un livre chez 10-18. Il s'agit Les Vies de papier de Rabi Alamedine, j'espère que je le prononce bien. C'est un roman qui se passe au Liban. On suit une femme, une vieille femme qui tient une librairie. Elle s'appelle Alia. Elle a 72 ans et donc elle vit à Beyrouth, elle fait sa vie à Beyrouth, on la suit de sa petite enfance à sa vieillesse, il y a quand même des flashbacks. Et donc elle tient cette librairie qui tient un peu comme ça, voilà, c'est un petit peu compliqué tous les jours. Et tout au fil du récit, c'est la passion d'une femme. C'est un livre qui parle de littérature, qui parle de livres et d'une femme qui aime les livres, donc en général ce genre de livre, quand tu adores les livres, ça passe très très bien. De plus on a toute une vision de l'histoire du Liban, des guerres, bref, il y a tout un passage où on a quand même des épisodes qui sont assez
marquants. Il y a notamment un épisode, moi, qui m'a vraiment marqué dans le livre. On était au point que les ennemis rentraient dans les maisons et que la personne, donc Alia, prenait une carabine dans son lit au cas où quelqu'un pénètre dans sa maison et essaye de l'agresser, tu vois. Donc on est vraiment dans des périodes qui sont plus ou moins calmes, et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est passionnée de traduction, donc il y a tout un amour des livres étrangers aussi, de cette vie au Liban, de cet amour du livre. Il a été lauréat du prix Femina en 2016, et ça a été pour moi une découverte. Alors il faut dire aussi que le Liban, c'est un pays que je trouve très intéressant, qui me fascine aussi. Il y a toute l'ambiance de ce pays aussi, dont on découvre l'histoire tourmentée par le biais d'une femme qui est hyper attachante et qui aime les livres, la littérature, la traduction, les grands classiques, bref, les livres. Bref, si t'adores les livres, je pense que c'est vraiment le genre de livre qui peut plaire, et pour ma part, ça a été vraiment... J'aime beaucoup la couverture aussi, je la trouve très sympa, mais ça a vraiment été une très très belle découverte, un coup de cœur, donc je vous le recommande. Le livre que j'ai lu assez récemment, le premier, alors là c'est un coup de cœur monumental, j'ai vraiment, je n'explique même pas pourquoi j'ai adoré ce livre. Il s'agit de Rebecca, donc de Daphné du Maurier, c'est un livre qui a été déjà adapté par Hitchcock, qui a été nouvellement adapté sur Netflix, qui a été une petite déception pour moi parce que j'ai tellement aimé le livre que je pense que c'est le genre de récit qui est tellement impactant que c'est difficile de l'adapter. Alors Rebecca, c'est l'histoire assez simple d'une jeune fille de 19 ans qui est une boniche, on va dire. Elle travaille pour une femme beaucoup plus riche et beaucoup plus âgée qu'elle à Monte-Carlo. En fait, c'est un peu son chien-chien, elle s'occupe d'elle jusqu'au jour où cette femme va rencontrer Monsieur de Winter, et entre cette domestique et Monsieur de Winter va se lier une espèce de petite relation qui va aboutir à un mariage. Voilà, ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre alors qu'ils ont une sacrée différence d'âge. Elle a 19 ans, lui il en a entre 35 et 40 ans. C'est important dans le roman et ça justifie aussi le comportement un peu naïf et agaçant du personnage féminin dans l'histoire. Tout le roman va porter sur Rebecca. Qui est Rebecca ? Rebecca, on le sait dès le début du roman, c'est l'ex-femme de Monsieur de Winter qui est morte, donc qui a disparu. Et il y a tout un mystère, et donc notre personnage principal va être obsédé par Rebecca, parce que Rebecca c'était une femme exceptionnelle, donc elle va suivre Monsieur de Winter et aller dans le château de Manderley, être confrontée à cette Rebecca qui n'est plus là, mais qui est omniprésente. Et c'est un récit qui va autant naviguer entre le récit gothique, quelque part entre le récit historique, thriller, roman d'amour. C'est un livre totalement complet, qui est inclassable dans tous ses genres, et qui est palpitant. C'est vraiment, chaque scène pose une ambiance, ça peut être assez lent à des moments, mais c'est justifié. Ça va toujours un cran dans... Nous aussi, on devient obsédé par Rebecca. Le lecteur, par le biais du narrateur, est obsédé par Rebecca. Il y a un twist dans le livre que j'avais pas vu qui renverse tout. Bref, j'ai adoré. C'est vraiment été un coup de cœur pour ça. J'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé cette atmosphère où on sait pas du tout où ça mène, avec un petit côté parfois gothique, mais c'est pas l'essentiel du roman. À tout ce contexte de l'époque, j'ai adoré la fin. Voilà, c'est une fin grandiose comme j'aime dans les romans. La fin est hyper bien maîtrisée selon moi. Voilà, c'est un livre qui est réussi par son ambiance, par ses personnages, par ses décors. Manderley, t'as l'impression d'être dedans, de marcher avec Monsieur de Winter. Le lecteur, il est vraiment via le narrateur, ce qui fait que nous aussi on est attaché à Monsieur de Winter, nous aussi on le craint quand il a un peu ses petites crises. Bref, il y a plein de choses, et nous aussi, à un moment, on veut savoir pour Rebecca. Bref, c'est vraiment un très très bon livre que je vous recommande. Je vais lire Ma cousine Rachel, je crois que Pepper Palace en a parlé et qu'elle l'a encore plus aimé, donc j'ai vraiment été transportée. Je vais lire d'autres livres de Daphné du Maurier, mais voilà, c'est typiquement le genre de roman que j'adore. Voilà, Angleterre, château, secret, moi je suis comblée. Ensuite, là, c'est un livre historique. Alors, je vous en ai parlé pas très longtemps, je me suis emballée pendant la chronique. Il s'agit de Cléopâtre, donc sur les traces d'une femme d'exception. J'ai adoré ce livre parce que ça faisait très très longtemps que j'avais pas lu des choses très historiques sous ce format-là. Je lis des romans historiques dans le sens qu'il y a des enquêtes, tout ça, mais des vrais romans sur des personnages, ça faisait très longtemps. Ça m'a fait énormément de bien. Cléopâtre est un personnage qui m'intéresse énormément. Et ça a été vraiment une super bonne lecture parce que ici on ne suit pas que Cléopâtre, et je tiens à le dire parce que si vous êtes à fond Cléopâtre, vous allez être un peu déçus pour ça, parce que on suit toute la première partie parle de César, de son assassinat, de comment était Rome à l'époque de Cléopâtre et de César, leur relation, ce que l'assassinat de César a provoqué chez Cléopâtre, sa fuite, voilà, son enfant, bref, tous les ragots, tout ça.
tout en fait ce qui s'est passé à cette époque-là, parce que bon, le meurtre de César a quand même été prédominant, on va dire, de cette époque-ci. On suit entre deux vraiment un portrait de Cléopâtre, qui est une femme dont on sait très peu de choses parce qu'on n'a jamais trouvé sa tombe, qu'on ne sait pas à quoi elle ressemble. C'est un livre qui démonte le mythe Cléopâtre tout en montrant que c'était une femme exceptionnelle, très intelligente, très moderne pour son époque et qui était loin du portrait, on va dire, pervers qui a été dressé d'elle par les auteurs de l'époque. Donc il y a toute une réflexion sur comment sont réceptionnés les textes aujourd'hui, bref, tout ça. Et la dernière partie, c'est Cléopâtre et Marc-Antoine, c'est toutes leurs rencontres, c'est tout leur voyage, toutes les guerres, la fin. Aussi expliquer son fameux suicide et ce que aujourd'hui on pourrait attendre à trouver dans la recherche. Ça a vraiment été une très très bonne lecture, passionnante. Moi l'Antiquité, j'adore cette période-là, j'adore. Et Cléopâtre est un personnage dont on sait très très peu de choses, malmené par les adaptations, par les mythes, voilà. Tout ce qu'on voit n'est pas forcément représentatif de la vérité. Et voilà, ce livre permet d'en savoir plus et vraiment c'est passionnant et c'est la fin de la période hellénistique. Il y aurait eu qu'un portrait de Cléopâtre, ça aurait été intéressant, mais ici c'est vraiment un large portrait sur l'époque Cléopâtre et sur toute cette bataille et tout l'après aussi César qui a été hyper important pour l'Antiquité. Bref, je vous conseille absolument, c'était très très intéressant si vous aimez les livres historiques, si vous aimez l'Antiquité, si vous aimez Cléopâtre. Voilà, vous savez vers quoi vous tournez. Là, je vais passer aux lectures dites graphiques. Un comics et un roman graphique. Ouais, je pense que ça s'appelle roman graphique. J'ai pas l'habitude parce que j'ai lu pendant des années des mangas, donc je vais aussi vers d'autres territoires. Le premier, c'est mon coup de cœur comics, donc c'est White Knight. C'est un Batman, donc c'est leur collection de 4,90 qui n'est plus disponible, c'était une collection limitée, donc chez DC Comics. C'est un comics que j'ai beaucoup aimé parce que ça réinterprète le mythe du Joker que j'aime beaucoup. Batman est un de mes super-héros préférés, voilà, depuis que je suis petite. Voilà, par le dessin animé, par les films, bref, et le Joker, j'ai toujours été passionnée par l'interprétation de Heath Ledger et après par Joaquin Phoenix qui m'a bouche bée au cinéma. Voilà, faut dire, j'ai été calée dans mon fauteuil en mode what, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de regarder un film que j'adore. C'est une réinterprétation de l'histoire comme je vous l'expliquais. Ici, le Joker va devenir bon. Et au contraire, Batman va devenir un peu moins bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait le lien entre Batman et Joker, donc ils sont ce couple presque, hein, on est presque sur ce point de vue-là. Et c'est un livre qui dénonce aussi tous les actes de Batman et en général des super-héros quant aux destructions de villes, bref, un peu le même pitch qu'il y a dans Avengers 2, il me semble. Et là, en fait, c'est le Joker qui décide, et le Joker qui devient bon. Et un Batman qui devient beaucoup plus sombre, et j'ai vraiment adoré ce point de vue-là. Tu t'attaches énormément au personnage du Joker, avec... là, il y a 2 Harley Quinn différentes dans le récit. C'est la lutte d'un homme qui n'a pas envie de redevenir fou et qui est beaucoup plus heureux comme ça, parce que le Joker, c'est un méchant qui est quand même tiraillé, on s'en doute bien, et c'est vraiment passionnant. On a enfin une histoire d'amour avec Harley Quinn qui est pas problématique, donc voilà, c'est vraiment très intéressant, et il y a toujours ce côté folie. Les dessins m'ont beaucoup plu aussi, comme ça. Le dessin est sympa et c'est vraiment un parti pris très original, très intéressant et qui re-questionne tous les personnages de l'univers de Batman, tous les actes de Batman et du Joker. Bref, c'est vraiment un comics que je vous recommande si vous êtes amateur de comics de base, si vous connaissez Batman de base, parce que je ne conseille pas de commencer forcément par celui-ci hein, si tu y connais rien à l'histoire, mais c'est intéressant. J'ai beaucoup aimé ce parti pris de faire un Joker très intelligent, très construit, et pas un fou furieux type archétype de méchant. Le Joker, c'est vraiment une figure tournante pour ça et j'aime beaucoup, donc je vous le conseille énormément. Celui-ci a été vraiment une très très belle découverte. J'ai beaucoup aimé aussi Superman Red Sound, mais ce White Knight m'a vraiment très emporté, et l'avantage c'est que là au moins c'est une histoire complète, même si dans mon souvenir il me semble qu'il y a un tome 2 qui doit être prévu, parce que la fin prête à une suite, mais je trouve que c'est un très bon ensemble et j'ai beaucoup aimé cette espèce de dégringolade de Batman qui est profondément sombre dans celui-ci, et j'ai beaucoup aimé parce que ça parle des travers de Batman aussi, et ce qui fait la particularité du Batman, qui est un personnage qui est complexe contrairement à d'autres super-héros qui sont un peu plus lisses. Donc voilà, absolument à découvrir si vous aimez les comics.
Ensuite, un roman graphique qui n'a rien à voir avec Batman, on retire la cape, on retire le masque, et c'est aussi retirer le masque en fait d'une certaine manière. Là, on se met à nu d'une certaine manière. Il s'agit de Heartstopper, donc de Alice Oseman, qui, vous l'avez dû le voir partout sur Booktube. C'est un roman graphique, donc voilà, avec des planches en noir et blanc. Le format est très sympa, c'est beaucoup plus agréable qu'un manga, il faut dire ce qui est. C'est un livre LGBT où on suit l'histoire d'un jeune homme donc qui est en 3e, il me semble, qui a fait son coming out l'année dernière et ça s'est mal passé, il a eu du harcèlement, tout ça, et qui fait la rencontre de Nick. Alors Nick, c'est un beau gosse de rugbyman, ça parle de rugby, donc je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a plu. Et tous les deux vont lier une amitié et un petit peu plus, et surtout Nick, lui, pense qu'il est hétérosexuel, et il y a beaucoup de choses qui changent dans sa tête. Donc c'est un livre qui parle du coming out, qui parle de l'acceptation, qui est hyper positif. Alors c'est un livre qui est extrêmement positif. Pour ça, c'est très bien, notamment je pense à tous les jeunes qui sont dans cette période un peu compliquée s'ils font leur coming out. C'est un livre qui est destiné à tout le monde, c'est-à-dire qu'autant aux jeunes pour sensibiliser qu'aux adultes pour leur montrer, voilà, que c'est pas différent de l'amour hétérosexuel et que c'est magnifique aussi. Et bref, c'est un roman qui est extrêmement touchant, qui m'a fait pleurer, bref, voilà. C'est un sujet qui pour moi est très sensible, qui est d'actualité et qui doit être défendu. Et ici en fait je trouve que c'est un livre typiquement à offrir à tout le monde. Si t'as des ados, c'est un livre qui est super bien. Si tu es dans une période où tu veux faire ton coming out et que tu as peur que tes parents notamment ne l'acceptent pas, je pense que c'est le genre de livre qui pourrait peut-être leur éveiller la conscience, parce que comme tout est hyper positif, il y a très peu de personnages qui sont violents envers notre duo, envers leur sexualité. C'est intéressant, il y a plein de sexualités qui sont traitées, les personnages sont très mignons. Moi j'ai eu un coup de cœur pour la sœur de ce personnage-ci qui a priori est un personnage en dépression, elle a son propre livre, mais elle me fait extrêmement rire, c'est mignon, c'est doux, sous la couette, c'est super bien. Et je trouve que ce que j'avais reproché, c'est que c'était pas très réaliste. Pour moi, c'est pas très réaliste, mais ça fait du bien. C'est une lecture doudou. J'ai pas l'habitude de ce genre de lecture, mais c'est vrai que je trouve ça tellement positif. Et l'histoire est vraiment mignonne, en fait. Et il y a vraiment un truc qui se passe entre les deux personnages où tu les aimes, tu vois, t'aimes leur relation, tu les aimes. T'as envie de les prendre dans tes bras et de les accompagner. C'est vraiment un très beau roman. Ça va en progression et c'est pas un roman qui va dire allez on se finit ensemble. Non, il y a vraiment des problématiques, ça passe par plein de choses différentes et ça parle de l'acceptation en fait avec un sens large. Et je vous le recommande beaucoup, il y en a 3 qui sont sortis en France, le 4e sort en 2021. Si vous êtes intéressé par les questions de diversité, c'est un livre à découvrir qui n'est pas très cher, 12,90 €, qui se lit assez vite, mais en même temps tu regardes bien les planches. Le dessin est très simple, mais comme c'est mignon, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les expressions des personnages. C'est mignon, il n'y a rien de choquant, voilà, de dénudé ou ce genre de choses. C'est mignon. Et ça fait du bien, un peu de mignonnerie, durant cette période 2020. On quitte la sphère donc des livres, on va dire de littérature plus large, de littérature hors imaginaire, même si en fait le Joker c'est un peu imaginaire, mais dans ma tête c'est pas de la fantaisie vraiment. On passe à la fantaisie, on passe à voilà, un autre niveau avec des livres qui ont été de très bonnes découvertes. J'ai pas eu énormément de vrais coups de cœur fantasy. Il faut savoir que les livres que je vous présente, ce ne sont pas des suites. Donc il n'y aura pas Les Salauds Gentilshommes, il n'y aura pas La Roue du Temps et tout ça. Je voulais vraiment vous présenter des nouvelles séries. Voilà, des nouvelles découvertes, parce que vous dire que le tome 36, je l'ai beaucoup aimé, je vois pas trop l'intérêt. Je pense qu'un des livres qui m'a mis une grosse claque, et c'est parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et j'avais adoré la série, donc c'est vraiment un package de la série et du livre, c'est donc De Bons Présages de Terry Pratchett et de Neil Gaiman. Alors ce livre, déjà, ces éditions que j'ai lues sont magnifiques. J'adore le travail éditorial qu'ils ont fait là-dessus. C'est l'histoire très intéressante et fantastique de 2 personnages qui sont anges et démons. On les suit durant des siècles, c'est-à-dire de la création de l'homme jusqu'à nos jours. Et donc ce sont des opposés, hein, on ne fricote pas entre anges et démons, et en fait ils deviennent potes. Voilà, au fur et à mesure ils deviennent potes, et ce sont des personnages qui sont gris en fait, ils se rassemblent et le livre parle de ça.
ils font toute leur vie, voilà, ils accompagnent les humains, tout ça, jusqu'au jour où le démon est contacté parce que l'antichrist arrive et que bah, il doit quand même aider voilà, à ériger l'antichrist. Et il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'ils échangent les bébés et voilà, tout part de là, tout part du problème. Il y a plein de références à la Bible qui est réinterprétée, donc que ce soit les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les anges, les démons, bref, il y a énormément de moments de la Bible qui sont mis et qui sont retravaillés, qui sont critiqués de manière intelligente sans être offensantes, et c'est ça qui est très intéressant. Personnellement, c'est le genre de roman, je pense que si tu es chrétien, tu ne le prendras pas mal, parce que c'est suffisamment intelligent et réfléchi pour pas être dans la critique méchante, c'est vraiment de la critique intelligente. Et c'est un roman sur l'ouverture, l'amour du prochain. Ça m'a plu parce que c'est très drôle. Voilà, Gaiman et Pratchett sont vraiment des très bons écrivains et notamment savent manier l'humour, donc les personnages sont drôles à leur manière. Le démon sarcastique, voilà, et l'ange qui est ange, mais en même temps il est capable de critique. Ils sont très très drôles. Il y a des sorcières, il y a de la chasse aux sorcières, il y a plein de mythologies qui sont... Il y a plein de choses qui sont liées autour de la Bible et de la religion, très très bien faites. C'est vraiment un livre que je vous recommande, où vous allez rigoler. C'est un one shot, il y a une histoire et c'est tenu de bout en bout avec des très beaux messages et une ligne directrice en disant que nulle personne n'est bonne ou mauvaise. Voilà, c'est vraiment le côté là qui est mis en avant, tout en étant extrêmement intéressant sur les réinterprétations bibliques et réinterprétations de textes de religion. Bref, voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, j'ai adoré. Et la série qui a été faite par Amazon Prime, il me semble, que j'avais vue en Tsum Tsum, est vraiment très très bien. Les acteurs tiennent leur rôle avec brio, c'est vraiment une très bonne série qui est très bien adaptée du livre, je dois le dire, c'est une très bonne adaptation. Et je vous le conseille, allez-y. De toute façon, Gaiman et Pratchett sont 2 excellents auteurs, ça fait partie de mes auteurs préférés, donc voilà, absolument à découvrir. Ensuite, on va passer à de la young adulte. Oui, j'ai eu un coup de cœur young adulte, je pensais pas que ça allait m'arriver, mais j'ai été prise dans ce récit, et en même temps ça touche des cordes sensibles chez moi. Il s'agit de Iskari, le tome 1 donc de Christian Ciccarelli. C'est de la fantaisie orientale, j'adore la fantaisie orientale. Je suis un petit peu moins objective vers la fantaisie orientale, c'est quelque chose qui me passionne et qui me fascine et qui me fait voyager. Voilà, l'univers en général me plaît. Iskari, donc c'est de la young adulte, mais mais bizarrement, bah j'ai adoré parce que la young adulte c'est quelque chose que j'aime bien, mais en général j'atteins pas le coup de cœur parce que c'est pas assez creusé, ça m'a pas assez emporté et ça n'a pas du tout été le cas ici. Qu'ensuite on suit la jeune Asha au début qui a enfreint les lois. Dans ce monde en fait on ne doit pas raconter d'histoire et notamment d'histoire aux dragons. Parce que ça leur donne le feu, voilà, les dragons ne peuvent pas cracher de feu à moins qu'on leur raconte des histoires. Et petite, Asha va commettre l'irréparable et causer de grands troubles, c'est-à-dire que le dragon va pouvoir cracher des flammes et brûler tout le village, va brûler une partie d'Asha aussi, donc on parle d'un personnage qui est handicapé, défiguré dans le récit, un très bon point positif, et elle va devoir faire pénitence, elle devient l'Iskari, la paria, et épouser le jeune homme qui l'a sauvée, mais ce n'est pas un homme bon, voilà, on est sur un homme qui a des gros problèmes, voilà, et donc elle est face à un mariage dont elle n'a pas envie, nous on n'a pas envie non plus, en tant que lecteur on a dit non ça va pas être possible, et elle va donc se retrouver confrontée à un nouvel ami d'une certaine manière qui est très mal vu dans son pays, et elle veut racheter sa faute et notamment tuer le dragon, voilà, à l'origine de tout. Et ce qui est super bien dans Iskari, c'est que un coup, donc t'as l'histoire avec le point de vue d'Asha, et tout, en fait, tous les débuts de chapitre sont bien faits parce que ce sont des moments soit de l'enfance d'Asha, soit du contexte en fait. Ça donne du contexte à l'histoire, ça donne de la légende, on apprend plus et on a une ouverture de royaume. Il y a quand même des petits complots à l'échelle longue adulte, mais j'ai adoré le personnage de Asha qui est badass, qui est un personnage vraiment bousculé par la vie, qui est défiguré et qui est forte, et bref, c'est vraiment qui est battante, tête brûlée. Moi je l'ai adoré, c'est un personnage que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré l'univers, le conte, il y a vraiment une référence à Sherazade d'une certaine manière, mais de façon très bien faite cette fois-ci, très originale. Les dragons sont, pour une fois que j'aime une histoire avec des dragons,
les gars, il faut y aller, hein. Donc ouais, les dragons sont sympas, l'univers est bien construit, on a vraiment des personnages qui sont complexes, voilà, c'est vraiment, pour de la young adulte, c'est vraiment été un récit qui m'a emporté, je l'ai dévoré, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré tout ce qui se passe. Le tome 2 a été une déception, j'attends le tome 3 avec impatience, parce que le tome 2 on ne suit pas Asha, mais on voyage, et en fait, la force, c'est d'être porté par un personnage comme Asha qui est tellement touchant, dans un univers qui est bien construit, imaginatif et palpitant, voilà. Donc, en fait, ça regroupe toutes les qualités du young adulte en étant palpitant, ça va vite, avec des personnages, des figures assez engagées, c'est très sympa. Et la romance, c'est pas gnangnan, genre il n'y a pas de triangle amoureux, bref, c'est vraiment bien fait. Je trouve que c'est toutes les très bonnes qualités du young adulte sans tomber dans les défauts du young adulte. Coup de cœur, vraiment, et cette couverture est magnifique. Normalement, vous l'avez peut-être vu avec cette couverture-ci en premier, mais je vous conseille énormément, même pour vos ados, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des enfants, des petits-enfants. C'est vraiment une lecture qui est palpitante, qui fait voyager et qui fait beaucoup de références aussi à l'Orient. J'ai adoré quoi, j'ai vraiment adoré tous les costumes, tout, bref, voilà, j'ai adoré Iskari, on va pas revenir dessus, mais voilà, en plus j'avais bénéficié d'un prix à 9,90 €, bref, une pépite. Là on va passer à de la fantaisie adulte, alors là on a du coup de cœur, et de la très bonne lecture. Alors, déjà, je vais vous présenter le grand représentant de la fantaisie, on va pas passer par 4 chemins. En même temps, est-ce qu'on s'attendait à ce que ça soit pas un coup de cœur? Je ne pense pas, parce que j'ai adoré ce récit. Il s'agit de Beren et Luthien, donc de Tolkien. Beren et Luthien est une des plus belles histoires d'amour de fantaisie qui ont été écrites. Et Beren et Luthien, je l'aime beaucoup aussi parce que c'est vraiment le roman qui prouve que Tolkien n'était pas un gros misogyne. Voilà, parce qu'on a souvent ça et je fais... Les gars, lisez Beren et Luthien, vous verrez. Alors, Beren et Luthien, c'est un conte. Alors ici, en fait, c'est un conte qui est réécrit de plusieurs points de vue, avec des chansons sous plusieurs formes, que ce soit la forme en vers, en prose, voilà, par Tolkien, ce sont toutes les notes qu'il a pris aussi, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de Beren et Luthien, avec les commentaires de Christopher Tolkien, son fils et éditeur, qui est malheureusement décédé cette année. Voilà. La couverture, l'édition de Christian Bourgois est illustrée, hein, je vais pas revenir par quel chemin, mais cette édition, si vous avez les moyens de pas acheter du poche, mais allez-y, hein, moi c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir d'avoir ces éditions-là. Et donc Beren et Luthien, c'est l'histoire de Beren. Beren est un humain dans mes souvenirs, et Luthien est une elfe. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que le peuple de Beren, c'est un peuple qui est rattaché à une figure du genre les trolls ou les gnomes, je sais plus quelle créature, gnomique ou un truc comme ça, c'est pas du tout un troll ou un gnome, hein, c'est expliqué dans le roman différemment. Luthien, elle passe ses journées à danser dans la forêt, bref, elle danse dans la forêt, Beren la voit, coup de foudre, l'amour, bref, ils s'aiment tous les deux. Et ils vivent dans une époque pas facile, c'est-à-dire que y a le big boss de Sauron qui est Morgoth, donc le grand méchant de l'univers de Tolkien, qui... voilà, cause des ennuis, et bah Beren lui il est confiant, c'est-à-dire qu'il va voir le père de Luthien, donc le roi des elfes, et lui dire bah je vais prendre votre fille et je vais l'épouser, sauf que son père il fait non, il faut que tu me donnes les joyaux ou la couronne de Morgoth et je te donne la main de ma fille, sauf que Morgoth c'est le grand méchant, personne n'approche de Morgoth au risque de mourir, mais il y va quand même parce que l'amour est au-dessus de tout. Et voilà, je vous laisse découvrir, mais c'est un livre qui est surprenant, qui est beau, c'est poétique, la plume de Tolkien. Oh là là. Voilà, puis toutes les périodes Morgoth, moi j'aime beaucoup plus Morgoth que Sauron en tant que méchant, il est un peu plus badass je trouve, et c'est vraiment une belle histoire d'amour qui a un changement, c'est pas la classique où le chevalier va sauver la princesse, et c'est ce que j'aime beaucoup dans celui-ci. Ils le disent dans la 4e il me semble de ce roman-ci, mais c'est vraiment, vous savez, Arwen est une elfe, Aragorn est un humain, bref c'est vraiment la figure un peu des siècles auparavant de cette figure là, beaucoup plus poétique je trouve, et c'est beau, voilà, c'est beau, il n'y a pas autre chose à dire, c'est une magnifique histoire d'amour. Je vous aime trop Beren et Luthien, et j'étais très contente de les découvrir, comme je vous le disais, comme je le répète, j'ai pas envie de lire Tolkien tout d'un coup, parce que
J'ai pas envie de ne plus avoir de publication, d'autant plus qu'avec la mort de Christopher Tolkien, on ne sait pas comment va se passer l'édition de nouveaux textes de Tolkien, voilà, je sais pas moi, de ce qu'on a retrouvé et tout. Là, ce qui me fait très envie, c'est La Chute de Gondolin. J'ai très envie de le lire. Mais mes petits coups de cœur, hein. J'ai lu aussi les contes et légendes inachevées, mais je préférais vous en présenter qu'un, et Beren et Lucienne a été un coup de cœur monumental, donc allez-y. Bon, on va laisser l'amour pour une autre forme d'amour aussi, parce que c'est une histoire un peu d'amour aussi. Il s'agit de Callum, de Paul Beorn, et je suis en PLS parce que j'ai l'impression que le tome 2 ne va pas sortir bientôt. Et en fait, Callum, ça a été la grosse découverte, c'est une nouveauté. Et je m'y attendais pas, j'ai beaucoup aimé sur le coup, et en fait, les semaines et les mois passant, je me suis dit, mais en fait, c'était un coup de cœur. Tu t'en es pas rendu compte sur le coup, mais c'en est un. En fait, on suit Mora et sa compagnie, notamment un homme qui gère sa compagnie, un peu son maître, on va dire, dans une ville au début. Ils sont prisonniers, son maître qui est une légende. Alors comment il s'appelle? C'est Daren, voilà. Darandal va être tuée et elle va être prisonnière, et c'est un récit un peu sur le mode Le Nom du Vent, donc pour ceux qui ne voient pas ce qui est Le Nom du Vent, voilà. Un peu voilà, comme ceci. C'est un récit en fait où elle va raconter le passé, son histoire, et notamment l'histoire de cet homme légendaire, mais comment elle l'a rencontré et comment elle s'est retrouvée ici, et on se rend compte vite que c'est elle le personnage important de l'histoire. Et c'est touchant, c'est vraiment un récit qui traite de la légende et de personnages qui sont profondément touchants, de la magie, de la sorcellerie, il y a beaucoup de choses là-dessus, c'est original. Il y a vraiment une magie originale dedans. J'aime beaucoup, moi, le fait que les personnages racontent leur passé comme ça. La fin, t'es en mode « Je veux la suite !» Mais je n'ai pas la suite. Mais ça donne vraiment envie. Donc on a toute cette jeunesse, en fait, du personnage principal et sa rencontre avec donc cette légende, comment ils en sont arrivés là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on parle de ce qu'est une légende, comment est construit une légende, et que c'est toujours très différent de ce qu'on connaît. Voilà, et c'est vraiment un récit que je vous conseille absolument. Je ne vais pas vous en dire plus, vous laisser découvrir, mais j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai vraiment été touchée par l'histoire aussi. Bref, Callum, c'est un peu un roman que je trouve qu'on sous-estime. Je ne le vois jamais, alors que c'est un très bon livre, donc je vous le recommande absolument. Tu vois, c'est prix Imaginal des bibliothécaires 2019, et c'est vraiment mérité parce que c'est vraiment une très bonne découverte. Monsieur Paul Beorn, si vous passez pas là, n'hésitez pas à écrire la suite rapidement, j'ai envie de le savoir. Voilà, je suis en mode, j'ai vraiment envie de savoir. Je vais vous parler de mon énorme coup de cœur à la fin, mais je vais vous parler d'une série qui est très bien. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une des séries les plus marquantes que j'ai lues cette année, et je pense que ça va être un coup de cœur pour les prochains, parce que quand je le mets dans l'ensemble des 2 livres, ça a vraiment été une très belle découverte. On parle de Sanderson, voilà, faut pas être Einstein. Donc Sanderson, La Voix des Rois, 2 petites bricasses. C'est un univers complexe, c'est un univers que j'aime beaucoup parce que c'est de la fantasy adulte, vraiment qui est intelligente, qui est bien poussée. J'avais bien aimé Fils des Brumes sans pour autant avoir un coup de cœur à cause des personnages, et je trouve que La Voix des Rois, c'est la marche du dessus, notamment dans le traitement des personnages et l'univers qui est beaucoup plus étendu. Je suis 3 points de vue principaux. Shallan, qui est une jeune femme qui doit accéder au savoir d'une autre femme et qui va tout faire pour se battre parce qu'elle est vraiment dans la mouise à cause des décisions de son père. On a un homme qui a été mis en esclavage et qui doit travailler au pont et voilà, à garder ses équipes. Il a un lien avec une créature, et on suit donc Dalinar, qui est un espèce de roi seigneur qui est en proie à ses attaques et à plein de questions vis-à-vis du pouvoir et tout ça. Et c'est épique, c'est très intéressant, le système de magie est vraiment bien fait. On a envie d'en savoir plus. Les personnages sont bien, sont bons, sont intéressants sans être casse-pieds. C'est vraiment un point fort, je peux vous le dire, parce que Fils des Brumes, c'était pas gagné pour moi. C'est un univers qui est ouvert, qui donne beaucoup envie pour la suite. J'ai vraiment envie de lire le livre des Radieux parce que je l'ai dans ma bibliothèque, parce que ça m'a donné envie. C'est une grosse introduction mais qui est extrêmement prometteuse. J'ai vraiment adoré tout cet univers, cette construction. Sanderson a vraiment une plume qui va dans l'action, et ce qui est bien, c'est qu'on s'ennuie pas.
Et là dans le cas s'il y a que le point de vue de Dalinar, on a quand même des longueurs, mais le reste c'est palpitant, les personnages sont intéressants, il y a une mythologie qui se met en place. Bref, pour moi c'est une très très bonne saga de fantasy que je vous conseille, j'ai hâte de lire la suite et je devais vous en parler parce que c'est vraiment une des meilleures sagas de fantasy que j'ai lues cette année, une des plus complètes que j'ai appréciées et que je vous recommande absolument si vous aimez ça. Bref, Sanderson, c'est un bon créateur d'univers et ça on peut pas lui retirer, c'est ce que j'aime beaucoup, d'être un peu challengé sur l'univers comme ça, avec des questions, et ici c'est très palpitant. Donc voilà, je vous recommande, et je voulais surtout vous parler de mon coup de cœur, vraiment. Alors le tome 2 n'a pas été un coup de cœur, mais ce tome 1, j'ai tout aimé dans ce livre, mais tout aimé, de la narration à l'histoire d'amour, à l'univers, à la manière dont c'est amené scénaristiquement. Bloodsong. Bloodsong était mon coup de cœur de cette année, mon coup de cœur, voilà, vraiment, j'ai adoré ce livre. Alors Bloodsong, c'est une histoire assez triste, c'est de la dark fantasy, moi je calasse un peu ça là-dedans, surtout ce premier tome, qui est quand même un peu trash. On suit l'histoire d'un jeune homme, je crois qu'il a 11 ans au début, qui est placé par son père dans un ordre qui est lié à la religion, des sortes de moines, des moines assassins. Et donc avec plusieurs garçons, ils vont essayer de atteindre ce statut d'assassin. Donc on a toute cette période initiatique très très difficile, très choquante parfois et qui est très intéressante dans un monde où la magie est chassée. En plus dans ce monde-ci on a donc une période de l'adolescence mais aussi de l'âge adulte où notre personnage va être confronté aux volontés d'un roi et il n'a pas envie vraiment mais il est obligé. Les personnages féminins sont badass, mais badass, j'aime trop. L'histoire d'amour, je l'aime. Une des choses que je préfère dans Bloodsong, c'est Vailin, donc c'est le personnage principal, qui est un mec hyper attachant de sa jeunesse jusqu'à son état adulte. Il passe par des choses qui sont tellement horribles, il voit des choses qui sont tellement horribles qu'il comprend pas, notamment il y a tout un truc avec la magie qui est réprimée et liée d'une certaine manière à Vailin, ce qui fait que t'es forcé de te rattacher. Le personnage féminin amoureux dedans est passionnant, il y a tout un truc avec la médecine qui est poussé, j'ai adoré. Il y a un autre personnage féminin qui est extraordinaire de malveillance, mais je l'aime beaucoup. C'est la fille du roi et c'est un personnage qui est excellent, qui est gris et qui est bien construit, je l'aime trop. On l'aime et on l'aime pas en même temps, bref, je l'adore comme personnage. On a toute cette compagnie d'hommes, voilà, d'assassins moines qui sont là et qui sont tous différents, tous avec un passé et un avenir qui est plus ou moins heureux pour certains, et franchement il y a tout dans ce roman, voilà, il y a tout pour faire un livre que j'ai adoré de la première à la dernière page. La fin, c'est triste, c'est beau, bref, voilà, et c'est un roman, vous savez, où on va avoir un passage où il y a le personnage qui est d'un point de vue adulte et un passage où il est jeune, donc on est vraiment dans deux temporalités. Tout est creusé, il y a plein de détails, l'univers il est super riche, c'est assez sombre, en plus il y a un côté où on sous-entend qu'il y a de la jungle, bref, il y a différents aussi, comment dire, il y a différentes contrées, c'est trop bien, trop bien. Je tiens à dire que j'ai déjà lu le tome 2, que ça a été une petite déception par rapport au tome 1, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais adorées dans le tome 1, en ce qui concerne toute cette épopée moine, la relation amoureuse, le tome 2 est beaucoup plus belliqueux et on s'éparpille dans les personnages. Là, on est vraiment sur le personnage de Vailin dans le premier tome. Et je vous laisse découvrir Bloodsong qui pour moi était une claque. J'aime vraiment beaucoup ce tome-ci et vraiment un premier roman phénoménal. Franchement, pour un premier roman, c'est une pépite, c'est une claque. Donc voilà, je pense que c'est un roman qui aurait suffi à lui seul, même si la fin ça prête forcément à une suite, mais en soi c'est un très très bon roman que je vous conseille, coup de cœur de 2020, et il y a au moins des choses positives en 2020, c'est ce qu'il faut se dire, et voilà, donc je ne veux pas vous en dire plus. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, de bien vous protéger pendant ces fêtes de Noël, c'est très important, que ce soit pour vous, mais aussi pour vos proches, vos grands-parents, pour tous ceux qui ne fêtent pas Noël, je pense à vous aussi pour ces périodes de fin d'année. Voilà, je vous laisse, je vais me retourner monter cette vidéo et je vous souhaite de très bonnes lectures et comme d'habitude une très bonne journée.